Vous êtes sur CGTN français en direct depuis Beijing et bienvenue dans l'essentiel, émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. Nous sommes le 1er février également, le premier jour du calendrier lunaire et nous fêtons aujourd'hui la fête du printemps qui est aussi le nouvel an chinois, une fête traditionnelle chinoise des plus importantes. Et en passant, nous allons parler de la culture, de la séduction de la Chine sur la scène internationale. Depuis une dizaine d'années, la Chine est devenue la deuxième économie mondiale. Son influence culturelle s'est-elle développée à la même hauteur que son niveau économique? Et comment mesurer cette influence? On en parle avec nos invités. Sur le plateau se trouvent avec moi Zhang Shanhui et Nicolas Hérouzin, commentateurs de CGTN. Et en ligne avec nous, Monsieur Li Ruan, directeur général de Viaduc Chine et président de l'association France-Shanxi basée à Lille. Et également Monsieur Wang Kun, sociologue et professeur de français à l'Université de langue étrangère de Beijing. Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Avant Bonne de année. lancer notre discussion, nous fêtons l'année du tigre. À cette occasion, Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris, le Chinatown le plus peuplé d'Europe occidentale, présente ses vœux aux Chinois, annonçant au passage le programme des festivités concoctées par sa mairie. Joyeuse fête, affichée en gros caractères dorés sur fond rouge. Les mots Joyeuse fête sont visibles dès l'entrée de l'avenue d'Ivry, l'une des principales rues du 13e arrondissement de Paris. À quelques jours de l'année du tigre, l'ambiance festive est déjà palpable. En tant que maire du 13e arrondissement de Paris, le plus grand quartier chinois d'Europe occidentale, Jérôme Coumet se fait une joie de présenter ses vœux de bonheur et de prospérité à tous les Chinois, qu'ils vivent dans cet arrondissement ou ailleurs. Je voulais vous dire à toutes et à tous que je vous souhaite le meilleur à l'occasion du Nouvel An, cette nouvelle année 2022 et aussi cette année du tigre. Le tigre, c'est un animal puissant, c'est le grand animal de justice, le troisième signe du zodiaque chinois. Et donc je vous souhaite le meilleur, on en a besoin pour retrouver et sortir de cette crise sanitaire. Et je vous souhaite donc la santé, la prospérité et beaucoup de bonheur partagé. Crise sanitaire oblige, le grand défilé du Nouvel An chinois n'aura pas lieu cette année. Les festivités vont-elles pour autant s'arrêter? Cette année, les choses seront forcément réduites en raison de la crise sanitaire. J'espère que ce sera la dernière fois. Mais nous voulons quand même marquer les choses. Et donc nous allons organiser en mairie toute une série de rendez-vous, de projections débats, de conférences pour partager les cultures, parce que c'est très important de mieux se connaître pour mieux s'apprécier. Donc nous allons faire les choses un peu à minima. Et j'espère que l'année prochaine reviendra enfin le grand défilé tant attendu par toutes et par tous. Habitués au grand défilé depuis de nombreuses années, les Chinois que nous avons rencontrés dans le 13e arrondissement ne manquent pas de l'évoquer avec une certaine nostalgie. On assiste au défilé du Nouvel An chinois parce qu'on veut que nos enfants fêtent la fête du Noël. On veut aussi, elle pourrait fêter la fête du Nouvel An chinois, la fête du printemps. Voilà. Tous les deux sont importants pour nous. J'assiste tous les gens le défilé de dragons et j'ai dit à mes enfants aussi d'assister. Malgré tout, mon fils aussi il participe au défilé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier notre coutume, notre Nouvel An, quoi. Nombre de Français sont aussi fans du grand défilé du Nouvel An, à l'exemple d'Arthur, amoureux de la culture asiatique. Après la pandémie, s'il y a un nouveau défilé qui est organisé avec des danses dragons, je viendrai avec plaisir parce que c'est le type de culture que je veux partager justement moi aussi et que je veux découvrir le plus possible. Donc c'est avec plaisir que je viendrai. Oui. Donc les fêtes sont relativement réduites. Malgré ça, je pense que la célébration reste là. Et Monsieur Li, vous vivez en France, vous êtes basé à Lille. Sentez-vous toujours une ambiance particulière pendant cette période en France? Je pense qu'à plusieurs niveaux. D'abord, à la télé, on en parle, c'est le Nouvel An chinois, les reportages
que vous avez passé, par exemple, donc on en parle. Et puis après, c'est dans le supermarché, c'est une fête, je dirais, assez commerciale, un peu comme le Noël en Chine. Donc c'est pas vraiment la culture du pays, mais c'est intéressant, ça fait vendre des produits. Il y a des rayons entiers de produits asiatiques. Mais bon, c'est un peu drôle parce que pour les Européens, les Français, la Chine, le Japon, l'Asie du Sud-Est, c'est tous l'Asie. Donc c'est une fête asiatique de l'Asie. Les produits thaïlandais, vietnamiens, chinois, japonais sont exposés dans les rayons, c'est assez animé. Et puis des venteurs s'habillent en chinois avec des chapeaux chinois, etc. Et des vêtements. Et puis nous, en tant que communauté chinoise vivant en France, on fait le fête avec notre famille, avec nos amis chinois, mais aussi avec nos amis français. Donc nous avons depuis plusieurs jours, donc nos dîners, déjeuners sont passés soit chez nous avec des invités qui viennent, soit chez nos amis aussi des Français. On va chez eux, on apporte un peu nos plats pour partager. Voilà, donc c'est assez animé, je dirais, assez convivial. C'est vraiment dans l'esprit de la fête. Ouais, ce ton festival asiatique est très présent en France. Nicolas, vous vivez en Chine depuis plusieurs années, donc c'est donc évident pour vous de le célébrer. Mais pour les Occidentaux, est-ce que c'est vraiment une fête ? Enfin, comme par exemple, les Chinois fêtent bien Noël, qui ne sont pas du tout dans leur tradition. Alors moi j'ai l'impression quand même que c'est réservé dans des localités, des villes où il y a une communauté chinoise qui y vit. Hein. C'est elle en fait qui encourage un peu ces festivités, cet esprit de la fête du Nouvel An. Moi c'est vrai que je vivais dans la région parisienne et donc j'ai aussi assisté au grand défilé pour le Nouvel An chinois pendant plusieurs années. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fêtes, d'ambiance et c'était des communautés asiatiques plus larges et aussi des Français qui aiment la culture asiatique. Alors, je ne sais pas si dans les petites villes, si les gens vraiment savent quelque chose de ce Nouvel An chinois, peut-être qu'ils le voient un peu dans les reportages à la télévision, mais il n'y a pas vraiment de connexion avec ça. Je pense que c'est essentiellement dans les villes, dans les grandes villes. Ça reste un peu niche encore. Je pense encore, oui. Mais après, on a bien vu que, par exemple, il y a d'autres, à part Paris, il y a aussi d'autres villes en France qui profitent justement de cette occasion pour organiser des activités, organiser des festivités, tout ce qui est autour de la culture chinoise. Par exemple, là, j'ai en tête Triel-sur-Seine, qui est une ville aussi en France. Voilà, donc eux, il y a aussi, à part la région parisienne, qui organise ce genre de fête, en fait, qui fait découvrir aux locaux, aux personnes sur place, la culture chinoise. Donc je pense que... Après, par contre, je pense que cette interprétation de la culture chinoise en France aujourd'hui, pour les gens, c'est la danse du dragon, c'est la nourriture chinoise. Pour le Noël, quand on parle à sens l'inverse, quand le Noël entre en Chine, des fois les Chinois ont leurs propres interprétations. Par exemple, les Chinois ont inventé une petite tradition à la chinoise, c'est-à-dire de manger des pommes, puisque les pommes en chinois, c'est pingguo. Et donc la veille de Noël, c'est le Ping An Ye. Donc on pensait que les ping, c'est un peu la paix, l'harmonie, et puis aussi ce souhait-là. Donc je dirais que cette fête, ces festivités comme Noël, une fois rentré en Chine, des fois c'est aussi influencé, refaçonné par la culture chinoise, pas sur le marché chinois. Par la façon de fêter des choses. Enfin, les Chinois fêtent Noël, mais en lui donnant sa propre notion. Mais en tout cas, je trouve le Nouvel An chinois... J'ai quelque chose à ajouter. Oui. J'ai quelque chose à ajouter. En fait, effectivement, je me souviens, je vis à Lille, dans le nord de la France. Depuis plusieurs années, en fait, le conseil régional organise une fête de Nouvel An chinois en invitant la communauté d'affaires chinoise à venir à Lille. C'est une promotion, en fait, de la région Hauts-de-France. Et je pense, en Chine, on appelle ça la culture monte la scène. Et c'est l'économie qui va danser. Donc nous sommes dans l'esprit aussi de la promotion vis-à-vis de la communauté chinoise, vis-à-vis de la Chine, de montrer sa région, de montrer son affinité avec la Chine. Oui. C'est souvent ce genre d'occasion, on profite de ce genre d'occasion de festivité pour montrer un petit peu plus, que ce soit sur l'économie, sur la culture, même les entreprises chinoises, des fois ils participent pour faire découvrir la gastronomie chinoise. Oui, mais je veux dire, le Nouvel An chinois ne prend pas la même ampleur que le
le Noël en Chine, parce que l'idée de fêter Noël est assez implantée en Chine déjà. Monsieur Wang, comment expliquer ce phénomène? Est-ce que cela provient de la différence de niveau de l'influence culturelle? Oui, vous avez en partie raison d'évoquer que ce genre de phénomène vient de cet écart d'influence de sa propre culture. Par exemple, quand on retrouve les fêtes comme Noël, la fête traditionnelle occidentale en Chine, c'est en partie dû au développement, à la mondialisation, à la commercialisation des produits, donc l'influence des produits de la technologie, la culture occidentale en Chine, mais de l'autre côté, cela montre aussi que le marché chinois, les Chinois ont gardé un esprit très ouvert à la différence culturelle des autres. Donc on a accueilli à bras ouverts un peu de tout. Et bien sûr, Shanhui avait mentionné tout à l'heure qu'on a cherché à assimiler la culture d'une manière à la chinoise. Donc c'est un phénomène assez intéressant, donc c'est une interaction. Mais par contre, dans le sens inverse, je crois que vu que l'ampleur de la communauté chinoise ou asiatique en Europe est relativement réduite, donc nous ne pouvons pas retrouver ce genre de phénomène aussi répandu comme Noël en Chine. D'un côté, c'est parce que l'influence culturelle n'est pas suffisamment grande. De l'autre côté, c'est aussi parce que l'influence économique, donc l'importance que revêt l'économie qui est en lien avec la Chine n'est pas suffisamment influente. Donc les gens ne ressentent pas ce besoin de se rapprocher de la culture chinoise. Shanhui, je vous ai coupé tout à l'heure, donc comment mesurer l'influence culturelle de la Chine vers l'étranger? Oui, alors comment mesurer l'influence culturelle de la Chine? C'est un constat très intéressant, c'est une question intéressante puisqu'il faut parler dans les deux sens, c'est-à-dire comment est-ce que la culture chinoise va s'exporter vers les autres et puis comment est-ce que la Chine va devenir plus attirante sur la scène internationale pour que les gens aura envie de venir en Chine, venir vivre en Chine, venir étudier en Chine. Donc moi je vais peut-être plutôt parler dans ces deux sens. Donc d'abord, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va partager avec les étrangers la culture chinoise. D'abord, c'est sûr, par exemple, à travers nos systèmes d'éducation, les instituts d'apprentissage de la langue chinoise, à travers les instituts Confucius, qui est quand même un projet assez ambitieux, c'est-à-dire le premier institut Confucius a été établi, c'était à Séoul, en Corée, en 2004, et aujourd'hui, la Chine a pour ambition de construire 1000 Institut Confucius à l'étranger. Et après, à part ça, nous avons également aussi d'autres échanges culturels. Par exemple, souvent, par exemple, on a mentionné ce projet en 2010 qui a été concrétisé par Frédéric Mitterrand, à ce moment-là ministre culturel de la France, avec Wang Taihua en Chine, de cet accord de coproduction cinématographique entre la Chine et la France. Donc ce sont par ces moyens-là que la Chine va pouvoir partir un peu petit à petit vers l'étranger. Et après, la Chine est aussi en train depuis 10 ans, depuis une vingtaine d'années, en train de renforcer son attrait éducationnel vers les étrangers. Moi, je tiens une page Facebook qui s'appelle Mon Pékin Express avec Shanhui. Et en fait, moi, souvent, je reçois des messages. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on va pouvoir partir en Chine pour faire mes études, comment est-ce que je peux me faire accepter par une université chinoise ou une école chinoise. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire que la capacité de recherche, l'intelligence de recherche, l'intelligence d'enseignement, et tout ça, c'est aussi devenu de plus en plus important parce qu'il faut accueillir les étudiants étrangers en Chine, il faut les accueillir, il faut les faire venir en Chine, découvrir la culture chinoise, et après, c'est comme ça. Une fois qu'on aura, moi je suis passée par la France, très influencé par la culture française, et puis un jour peut-être que beaucoup plus d'étudiants étrangers seront influencés par la culture chinoise, et aussi de exporter une fois de retour dans leur pays donc promouvoir cet échange culturel entre la Chine et Monsieur Wang. Je voudrais rajouter que Shanhui, c'est déjà une réalité pour les étudiants asiatiques, c'est-à-dire que la Chine est aujourd'hui la première destination d'études des étudiants asiatiques, mais pas pour le monde entier. Mais cela montre en fait que la réussite de l'éducation chinoise dans sa région. Mais je crois que cette influence va s'agrandir au fur et à mesure de l'influence économique chinoise. Agrandisse, les gens ont besoin d'apprendre le chinois, d'apprendre l'économie en Chine, le business, les affaires en Chine pour pouvoir entreprendre un jour sur le marché chinois, etc. Mais je crois que ces efforts ne se limitent pas à cela, parce que je pense également aux événements internationaux, comme par exemple les Jeux Olympiques de 2008 et les Jeux Olympiques d'hiver et les Jeux Paralympiques d'hiver qui va bientôt avoir lieu
à Pékin de 2022. Donc ce sont les événements donc très importants internationaux qui vont apporter également des influences. Donc c'est-à-dire tous les téléspectateurs vont regarder la cérémonie d'ouverture. Donc forcément ils vont entrer en contact plus ou moins par la vue, bien sûr, le premier rapport avec la culture chinoise, mais ensuite cela pourrait un jour donner envie qu'ils viennent en Chine, après la pandémie bien sûr, de pouvoir découvrir en vrai ce pays magnifique, mais aussi cette culture grandiose. Mais en même temps, j'ai pensé aussi qu'il se peut qu'il nous manque des produits de marque dans le domaine de la culture pour pouvoir avoir des influences plus importantes. Par exemple, les films. Donc, nous savons que beaucoup de films chinois ont remporté des prix à l'international, mais pas autant pour pouvoir donner envie à tout le monde Justement, je voulais vous poser la question. Selon votre constat, est-ce que la culture chinoise est-elle assez échangée et exportée à la même hauteur de son développement économique ? Non, je ne sais pas. Je dois dire qu'on n'est pas au niveau jusqu'à aujourd'hui parce que le marché domestique est déjà très très grand. Donc le développement du secteur cinématographique vise d'abord sur le marché domestique. Donc cela pourrait déjà remporter beaucoup aux producteurs. Donc le marché international n'est pas encore dans leur viseur, ou bien je dirais qu'ils ne sont pas encore suffisamment investis dans ce domaine. Mais par contre, nous avons des échanges culturels dans lesquels les professionnels de cette industrie, ainsi que les écrivains, les artistes, les peintres, les musiciens, font beaucoup d'échanges entre eux, ce qu'on appelle dans le cadre des échanges humains, donc entre par exemple la France et la Chine. Donc il y a beaucoup d'activités chaque année qui se passent. La Chine a aussi un prix Nobel de la littérature, mais il faut dire que l'influence de la littérature, du cinéma chinois ne sont pas encore au niveau, donc je dirais pas un niveau international. Nous avons une sorte d'influence encore moins importante par rapport par exemple à la France. Donc du coup, il nous faut des marques donc sur la scène internationale, que ce soit les acteurs ou bien les écrivains ou bien des peintres, musiciens. Il faut beaucoup de figures chinoises qui sont présentes, qui mènent bien leur travail dans leur propre secteur pour pouvoir former une sorte d'équipe chinoise, donc dans le domaine de la culture, pour pouvoir apporter de vraies influences. Donc on est sur le bon chemin, mais il nous manque des éléments très marquants. Il y en a quand même de plus en plus, à force avec ces échanges. Il y a quand même des films aussi maintenant à gros budget. L'industrie cinématographique chinoise est quand même arrivée maintenant à maturité et elle peut produire aussi des grands films de spectacles, de divertissement qui peuvent plaire aussi au public étranger occidental. Et Monsieur Liroin, vous êtes dans l'échange franco-chinois et comment mesurez-vous l'influence culturelle de la Chine en Europe ? D'abord, je pense que c'est un constat que tout le monde devrait partager, c'est que l'influence culturelle de la Chine est loin d'être de sa place économique dans le monde. Donc on est numéro 2 en termes d'économie. Par contre, on va dire que la Chine, c'est la deuxième culture importante dans le monde. Je pense que l'Amérique est peut-être en premier. La France même est bien devant la Chine en termes de séduction. Pour cela, il y a des raisons. Je pense que déjà, il y a des échanges entre des hommes. Plus en plus de Chinois qui partent à l'étranger, plus en plus d'Européennes, Français qui vont en Chine, des Africains qui vont en Chine. Donc ça crée une dynamique naturelle. On voit des restaurants chinois partout, à Paris, dans les villes en France. Et les films chinois qui séduisent de plus en plus les spectateurs. Et puis aussi le kung-fu, les écoles et classes de kung-fu pour les amateurs un peu partout en Europe. Et puis les expositions artistiques qui deviennent de plus en plus courants et communs. Et puis l'économie aussi, des gens qui veulent vendre en Chine, et puis beaucoup de gens qui achètent chinois, mais plus en plus aussi des gens qui veulent exporter en Chine. Donc moi, je suis consultant, donc je suis plein dedans. Donc à travers ces activités économiques, on peut aussi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de connaître la Chine et d'échanger avec la Chine. Et puis par contre, à côté de ce qu'on appelle le courant naturel, il y a des gens volontairement
vouloir en fait diminuer ou annuler ou diaboliser la Chine, annuler ou diminuer l'influence culturelle de la Chine de façon artificielle. Notamment, par exemple, l'Institut Confucius, c'est exactement comme l'Alliance française à l'étranger qui enseigne le français, qui parle de la France, les films, les livres, etc., un lieu d'échange culturel pour les étudiants. Par contre, l'Institut Confucius est pointé du doigt par des gens en fait qui disent que c'est des avant-postes de la Chine pour contrôler le monde, pour nous envahir culturellement. Et puis il y avait un rapport de IRSEM, une école militaire, qui a sorti un gros rapport de quelques centaines de pages, qui a pointé du doigt tout ce qui travaille avec la Chine et tout ce qui parle de la Chine sont des alliés de Chine. Donc nous voyons bien qu'il y a là-dedans quelque chose humaine, quelque chose anti-chinois, quelque chose de idéologique, voire donc une sorte de conflit là-dedans. Je pense que aujourd'hui, l'Europe devrait être d'abord indépendant, plus être sûr de soi, ne pas avoir peur ni de la Chine ni d'autres. Je pense que la culture, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. On n'a pas de problème de boire Coca, utiliser Motorola, de conduire Ford en Chine. Je pense qu'en France, c'est pas un problème non plus d'utiliser des paquettes ou de prendre un produit chinois ou de parler chinois. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est qu'autour de ma fille, elle a 10 ans, elle est dans son école, je dirais, je donne ça comme bif, hein, 60-80% des enfants qu'on connaît apprennent le chinois autour de nous, les amis qu'on connaisse. Parce que pour eux, c'est important. C'est un choix culturel, mais c'est surtout un choix économique. C'est intéressant pour leurs enfants. Donc l'économie va aussi jouer là-dessus. Voilà, pour résumer, je pense que la Chine a une influence naturelle de sa culture tellement belle et aussi ancienne, mais en même temps, nous avons en Occident des gens qui essaient de freiner, de donner l'alerte à cette développement de connaissances sur la Chine. Et je pense que la Chine n'a pas besoin des gens qui soient pro-chinois. On a besoin juste qu'on connaisse la Chine et sa culture de façon objective et normale. Voilà. Donc malheureusement, on peut toujours constater quelques messages, quelques attitudes, pas toujours avec amitié. Et Nicolas, comment les Français perçoivent-ils cette communication culturelle et diplomatique chinoise ? Non, mais je pense qu'en général, c'est plutôt positif. Hein. Moi, quand je discute avec des amis, quand je parle de la Chine, avec ma famille, bon, il y a toujours beaucoup de questions sur ce pays. Ça provoque beaucoup de curiosité, il y a beaucoup d'incompréhension aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à déblayer, effectivement. Il y a parfois des aspects négatifs qu'il faut clarifier pour une espèce de peur d'invasion culturelle ou économique. Et en même temps, il y a beaucoup d'intérêt sur la beauté des paysages, de l'architecture, de la musique, même la médecine chinoise aussi a aussi beaucoup d'intérêt en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui apprennent le kung-fu, les arts martiaux, etc. Donc est-ce que le kung-fu, le tai-chi, tout ça, c'est encore des symboles de la culture chinoise lorsqu'il s'agit d'attirer le public? C'est un des moyens pour lesquels après on va peut-être progresser, s'intéresser à d'autres éléments de la culture chinoise plus difficiles. Encore plus moderne, je veux dire. Aujourd'hui, il y a aussi la culture des jeunes qui est en plein boom en Chine. Oui. C'est à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qui est... Et après, je pense que la culture, c'est tout ce qui est idéologique. Et après, tout ce qu'on a utilisé comme des caractères chinois, l'apprentissage, des cours, tout ça, ce sont que des supports. Et après, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même cet esprit de partage que doit être accepté par les gens qui s'intéressent à la Chine. Mais aussi, j'ajoute quelque chose sur les jeunes. En fait, c'est intéressant de voir aussi des jeunes français qui vont en Chine. Quand ils reviennent en France, ils parlent de la Chine moderne, de la Chine qu'on n'a pas besoin d'avoir son portefeuille en sortant, qu'on peut payer avec son visage. Ce genre aussi, ça fait partie, je pense, de la culture moderne. Que plus qu'on va en Chine, plus qu'on aura des messages, je dirais, objectifs et aussi modernes.
Et Xianhui, vous avez parlé de la culture, la promotion de la culture chinoise. En fait, de plus en plus d'étrangers s'intéressent à la médecine chinoise en même temps. Et surtout, elle a bien montré son savoir-faire pendant la première vague de la Covid. Bon, oui, pendant la première vague de la Covid, pour les chiffres exacts, je ne l'ai pas trouvé sur Internet non plus. C'est-à-dire que l'efficacité, le taux d'efficacité de la médecine chinoise, mais en Chine, ça marche dans la prévention de l'épidémie du coronavirus, pour renforcer l'immunité. Et donc, tout ça, en fait, en Chine, je dirais que souvent, des fois, je me disais, la médecine chinoise, ça ressemble un tout petit peu à la homéopathie en France. C'est-à-dire que c'est basé sur des plantes, c'est basé sur tout ce qui est c'est tout ce qui est naturel et des ingrédients naturels. Et que là, je me souviens, durant la Covid-19, tout au début en Chine, c'était début 2019, que j'ai pu faire une vidéo qui a été publiée après sur YouTube, qui a eu un grand succès parlant de la médecine chinoise. Et après, il y a énormément d'internautes, surtout des internautes africains, qui m'ont laissé des messages me demandant quels sont dans la concoction, dans la soupe que vous avez mentionnée, quels sont les ingrédients. Après, je pense que la médecine chinoise, c'est aussi peut-être l'une des choses aujourd'hui qui attire les Français, ou que ce soit l'ensemble des étrangers. Et qu'il y a déjà, je connais même le premier Français qui est venu en Chine pour apprendre dans une école de la médecine chinoise. La médecine chinoise, c'était dans les années 80. Donc ça, en fait, ça remonte à longtemps aussi, cet échange entre les établissements médicaux, entre la Chine et la France. Et pour tous ceux qui s'intéressent à la médecine chinoise, qui s'intéressent à venir apprendre cette culture de la médecine chinoise. Et on a beaucoup parlé de la promotion de la culture chinoise, mais les choses vont dans les deux sens. Monsieur Wang, quel est votre constat sur la perception des Chinois auprès des cultures étrangères? Est-ce qu'ils ont des bras ouverts? Oui, en fait, il s'agit d'une question de la valeur culturelle des Chinois. En fait, pour la culture chinoise, on a toujours tenu une attitude d'ouverture et d'inclusivité, c'est-à-dire que les Chinois refusent pas beaucoup dans l'histoire de leur propre histoire culturelle. Et ils ont plutôt fait d'intégrer les différentes cultures. Donc c'est ce qu'on a vu dans beaucoup d'exemples. On a beaucoup d'héritages culturels reconnus sur la liste de l'UNESCO. C'était justement parce que cela montrait les échanges et le brassage de différentes cultures du monde. Donc en Chine, dans une seule ville, vous trouvez les temples bouddhistes, taoïstes et islam, etc. Donc toutes les religions cohabitent en paix ensemble. Donc c'est une attitude culturelle chinoise millénaire qui tente à s'ouvrir vers le monde extérieur et d'accepter le maximum de culture que possible. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, même en Chine, on a toujours cette attitude plus ouverte, c'est-à-dire que non seulement la culture américaine qui est donc propulsée par leur économie dominante dans le monde, mais nous accueillons à travers d'autres cultures comme la culture française. Si vous allez à Shanghai, dans les rues, il y aura beaucoup de cafés et restaurants à la française, etc. Donc, il y a une telle dynamique. Donc, il n'y a pas qu'une seule question de marché, mais plutôt cette curiosité culturelle et cette tolérance à différents éléments culturels internationaux. Et c'est exactement comme vous dites, aujourd'hui, nous vivons dans une société mondialisée. Quelle langue vous parlez? Quelle est votre région? Quelle fête vous célébrez? Enfin, ce sont des questions à poser, mais on n'a aucun intérêt de compliquer des choses là-dessus. On doit mettre en valeur notre initiative de communication et la mettre en faveur, surtout pour de plus en plus de communication internationaux. Ça, c'est l'objectif. Merci tous les invités. Merci Nicolas, Xianhui. Merci Monsieur Li Ruan. Merci Wang Kun pour votre partage. Et on se dit à jeudi prochain pour une nouvelle émission de l'essentiel. À très bientôt sur CGTN Français.